Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, je te propose de voir pourquoi j'ai choisi d'investir dans le Canon RF 70-200 mm, mais surtout quelle version, parce qu'on a le f4, on a le 2.8, quelle version j'ai choisi et pourquoi. Et tout ce cheminement de pensée, eh bien, je vais le partager avec toi et rassure-toi, tout ce que je vais te dire là s'applique à tous les objectifs que tu pourrais convoiter. Dans à peine une semaine, ça va faire 1 an que j'ai investi dans le R5. J'aurai d'ailleurs l'occasion de te faire une vidéo de 1 an après, par exemple. Peut-être que ça va sortir. Et avant de recevoir le R5 l'année dernière, j'avais fait une vidéo t'expliquant les raisons derrière cet investissement. À l'époque, je te rappelle, j'avais les deux 5D Mark IV et j'avais une panoplie d'objectifs. Et d'ailleurs, en parlant des objectifs, je t'avais expliqué dans cette vidéo quels étaient les objectifs que j'ai décidé de garder et pourquoi, et les autres objectifs que j'ai décidé de vendre et pourquoi. Si tu n'as pas vu cette vidéo, le lien s'affiche en haut. Et parmi les objectifs dont je t'ai parlé, il y avait le fameux 70-200. Et le 70-200, ça faisait des années que je l'avais, j'avais même eu le f4 il y a plusieurs années avant, ensuite j'ai passé au 2.8, c'est vraiment des objectifs absolument superbes, mais c'est vrai que dans le travail que je fais, eh bien ce n'est pas un objectif que j'ai utilisé énormément. Parce que j'en ai pas forcément beaucoup besoin, et donc sans état d'âme, j'avais décidé de le vendre, voilà. Et puis, ce qui s'est passé, eh bien, juste après avoir le R5, etc., ben, Covid. Covid était déjà là depuis quelques mois. Mes mariages ont été impactés par le Covid, puisque certains ont été décalés plus tard dans l'année, d'autres ont été décalés en 2021, même 2022 et même 2023. Et pour ceux qui se sont déroulés en 2020, et puis déjà en 2021 aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause des règles de confinement et du nombre de personnes que tu peux avoir dans une seule et même pièce, et la distance de 2 mètres entre les invités, eh bien, on amené à faire les mariages un peu plus à l'extérieur que ce qui se fait habituellement. Si j'étais photographe de mariage en France ou aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de faire des mariages en France et aux États-Unis, le climat il n'est pas le même que ce que j'ai en Écosse. Et donc ce qui veut dire qu'au moment de la journée, quand tu as la réception, où les gens boivent un coup, discutent entre eux, et puis tu as des mini-groupes qui se créent, etc., eh bien lors de la réception, c'est vrai que ça a tendance à se faire la majorité des cas à l'intérieur, à cause de la météo. Ça m'est arrivé d'en faire à l'extérieur en Écosse, mais la grande majorité, c'est à l'intérieur. En France et aux États-Unis, les réceptions, elles se faisaient à l'extérieur, parce que le climat n'est pas le même, encore une fois, et puis que la saison de mariage est généralement début printemps jusqu'à l'arrivée de l'automne. Donc c'est pas le même climat que ce qu'on peut avoir ici. Mais avec cette histoire de Covid, eh bien, les réceptions ont été amenées à se faire à l'extérieur. Et donc c'est vrai qu'à des fois, eh bien, je me dis, ah, je suis un petit peu court. Je suis un petit peu court avec mon 85, enfin avec mon 70, puisque c'est le 28-70 que j'ai maintenant, un petit peu court avec le 70 mm. Et puis, même durant la cérémonie, je trouvais qu'il y avait des fois, j'aurais aimé pouvoir zoomer davantage sur leurs mains, sur les mains des mariés avec les bagues, etc. Donc ça, je commençais à me dire, tiens, ça me manque quand même un petit peu. Dans ces cas-là, ça me manque un petit peu. Et puis après, il s'avérait que quand le confinement a été plus ou moins arrêté, eh bien, je me suis mis à sortir davantage, à pouvoir aller dans les collines, les montagnes écossaises, et j'étais confronté. Qui dit montagne et collines, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément utiliser des grands angles ou des extra grands angles, on a tendance à utiliser des longues focales pour amener à faire de la compression, augmenter la taille des collines, etc. Et c'est vrai que ça m'a manqué. Je trouvais que le 70 mm, ça me manquait un petit peu. Enfin, c'était un petit peu court, voilà, du 28-70. Et puis, il y avait un autre souci également. L'autre souci que j'avais pour le paysage, c'était que quand j'utilisais ce 28-70, eh bien, il est quand même ouvert à 95, et ce qui fait que ça, quand tu mets un porte-filtre devant de 100 mm, de chez Lee ou autre, hein, et que tu mets ça sur un diamètre de filtre de 95 mm, tu t'aperçois en fin de compte que dès que tu commences à mettre 3 rayons de filtre plus un polarisant, tu commences à avoir un gros vignetting qui apparaît. Et donc ça me posait aussi un souci. Et donc je me suis dit, tiens, je crois que je vais investir dans le RF 70-200, et en plus de ça, je me suis dit, si j'investis dans l'année après l'achat du R5, je vais pouvoir bénéficier du fameux cashback de chez Canon, qui en fait, tu reçois 5%, il te renvoie 5% en argent, si tu veux, du coût de ton objectif. Et donc je me suis dit, bon, allez, je vais le faire. Mais une question se posait, quelle version j'allais utiliser? Parce qu'en fait, on a le F4, et puis on a le 2.8, comme on a toujours eu.
Et donc là, eh bien, tu peux te dire, ouais, non, je vais forcément prendre le 2.8. J'avais le 2.8 avant, je vais prendre le 2.8. Mais la question se pose, est-ce que j'ai vraiment besoin du 2.8 Et puis le F4, est-ce qu'il est assez bon le F4 par rapport au 2.8? Alors une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau de la qualité des images obtenues avec le F4 ou le 2.8, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y avait déjà pas de différence entre les versions EF pour les DSLR. Il n'y avait pas de différence. Quand tu arrives à ce niveau-là d'objectif, la moindre différence que tu pourras avoir au niveau piqué ou autre disparaît au moment du développement de tes photos. Donc c'est complètement, tu peux complètement les ignorer. Et donc du coup, je savais que le F4 et le 2.8 au niveau piqué c'était la même chose, niveau qualité, rapidité, tout était à l'identique. La seule différence réellement, ça va être l'ouverture. Peut-être un peu de vignetting sur le 2.8, tout à fait normal, mais j'aime bien le vignetting, ça ne me dérange pas. La question se posait quand même, ai-je besoin du 2.8? Et donc, tu peux te dire, bah oui, je vais prendre le meilleur du meilleur du meilleur. Ah ouais, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors du coup, comment faire? Eh bien, je vais te montrer ce que je fais à chaque fois que je réfléchis à un objectif. Que je me dis, est-ce que j'ai intérêt à avoir cet objectif-là ou pas? Et ce que je vais te montrer, c'est valable pour le 70-200, mais c'est valable également pour tout autre objectif. Si par exemple, tu as un zoom, allez, on va dire, tu as le 24-105 mm, voilà, et que tu dis, tiens, j'ai envie d'acheter un 50 mm parce qu'on m'a dit que le 50 mm, eh bien, c'est un must. Je te le dis de suite, c'est pas un must. Eh bien, ce que je vais te montrer, ça va pouvoir t'aider à déterminer si oui ou non le 50 mm est bon pour toi. Je ne te parle pas de piqué à ce niveau-là, c'est uniquement par rapport à ton style de photo. Allez, ça se passe dans Lightroom. Je vais te montrer comment ça marche. Si tu n'utilises pas Lightroom, tu pourrais utiliser par exemple Bridge, si tu as Photoshop. Si tu utilises un autre programme, peut-être qui va te permettre de lire les métadonnées et de faire des filtres. C'est exactement ça qu'on va utiliser ici. Alors on est dans Lightroom, on ne va pas utiliser ce répertoire, on va aller dans mes archives, TomPix ici. Et tu vois que j'ai 35 396 images. Donc on va sélectionner ça. Et donc j'ai toutes mes images qui sont ici, toutes mes archives. Là-dessus, ce que je vais faire, eh bien, ça va être en fait de m'assurer que toutes les images que je vais regarder, ce ne sont pas des copies virtuelles, que ce sont réellement des images. Donc à ce moment-là, on va aller dans l'attribut. Et une fois qu'on est dans l'attribut, ici, on va regarder au niveau type, tu as les images d'origine, les copies virtuelles ou les vidéos. On va choisir le fichier d'origine. Pourquoi? Parce que tu peux utiliser des copies virtuelles, par exemple, pour avoir différentes versions de développement, par exemple, d'une image. Ou bien, si comme moi, tu imprimes, eh bien, tu vas te retrouver avec des copies virtuelles pour chaque épreuvage que tu as fait. Donc, j'ai pas envie de fausser les chiffres, on va prendre les photos d'origine. Ça ne veut pas forcément dire les RAW, hein, les photos d'origine. Donc, on a les photos d'origine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans métadonnées. Et dans métadonnées, on a des colonnes. Là, en l'occurrence, on en a deux, et on pourra en rajouter, et on va en rajouter. Là, tu vois qu'on a par exemple objectif et distance focale. Alors, objectif, oui, on va garder ça, objectif, et puis on va descendre. Donc, tu vois, il y a la liste de tous les objectifs utilisés pour toutes les photos qui sont dans cette archive-là. Et ce que je vais faire, je vais chercher donc le 70-200. Alors, c'est le EF 70-200, mais tu vois, on a le 2.8 ici. On a également le 2.8 plus l'étendeur x2 Mark III. Celui-là, je ne vais pas le prendre, il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, le RF 70-200 n'est pas compatible avec les étendeurs. Et puis, je t'ai expliqué dans une vidéo récente ce que je pensais des étendeurs. J'en ai parlé quand j'ai fait la revue sur le 600, le RF 600 mm et le RF 800 mm de chez Canon. Je t'ai expliqué ce que je pensais des étendeurs et pourquoi je les aime pas. Et donc, du coup, je ne vais pas sélectionner cette option-là puisqu'elle n'est pas possible avec l'objectif RF 70-200. C'est pas compatible. Donc, j'ai sélectionné le EF 70-200 2.8 et je vais sélectionner aussi le 70-200 F4. Tu remarqueras d'ailleurs que pour le 2.8, j'ai pris que 318 photos sur un total, tu vois, de 35 396. Donc, c'est quand même presque 100 fois moins. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, la focale, ça ne m'intéresse pas. Je sais que je vais avoir un 70-200. La focale, ça va être exactement la même. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh bien, on va descendre. On pourrait s'intéresser, par exemple, à l'ouverture. Alors, l'ouverture, on va choisir ici l'ouverture. Donc ça pourrait être intéressant, parce qu'effectivement, je pourrais regarder toutes les photos que j'ai faites à partir de 2.8
enfin toute la totalité de 2.8 à f16, et puis toutes celles que j'ai faites entre f4 et f16. Ça va me permettre de comparer un petit peu. Parce qu'effectivement, tu peux très bien avoir un objectif 2.8 et puis faire une majorité de tes photos, non pas à 2.8, mais à f4. Et à ce compte-là, eh bien, si c'est les chiffres qui te renvoient ça, eh bien, tu peux te dire, si les deux objectifs sont égaux d'un point de vue qualité, si tu as tendance à utiliser f4, à ce moment-là, 2.8, ce n'est pas forcément un objectif dont tu as besoin. Donc on va regarder ça avec l'ouverture, mais j'aimerais rajouter une autre colonne parce que je veux m'assurer de sélectionner les photos que j'ai aimées. Tu vois, les photos que j'ai aimées, c'est les photos qui sont en rouge là, qui sont marquées en rouge, c'est celles que j'ai gardées. Donc j'ai quand même envie de sélectionner que des photos que j'ai gardées et non pas les autres. Il n'y en a pas beaucoup parce que les autres qui ne sont pas en rouge, c'est des photos de sport qu'on m'a commandé, donc elles ont été quand même vendues, etc. Donc elles ont été gardées. Mais tu vois que j'ai du TIFF, j'ai du DNG, l'original et la copie finale. Donc je vais me concentrer uniquement sur les photos rouges. Donc là, je vais faire ajouter une colonne. Et puis ce que l'on va faire ici, je te propose de choisir eh bien, la couleur. Alors, on va faire le libellé. Voilà, chercher le terme en français. Le libellé, donc voilà, rouge. Comme ceci. Et puis ce que l'on pourrait faire également, c'est... Non, on pourrait s'arrêter là. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Ça va me donner une vision quand même assez intéressante de tout. Alors là, je m'aperçois que j'ai perdu le 2.8. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, eh bien on peut s'intéresser effectivement à nos photos. Alors on va prendre, au total, tu vois, on a 400 photos que j'ai fait avec ces deux objectifs-là. Et les photos que j'ai décidé de garder au final, hein, alors je vais cacher la barre d'en bas, les photos que j'ai décidé de garder au final, eh bien il y en a 218. Les yellow, le jaune là que tu vois, en fait, c'est ce que j'utilise pour faire l'épreuvage. Et aucun libellé, donc c'est les autres. Alors, 218 photos que j'ai pris au final, que j'ai gardées avec ces deux objectifs. Maintenant, regardons combien de photos j'ai décidé de prendre avec entre 2.8, 3.2, 3.5. Et là, dans les rouges, on est à 88 photos. 88 photos que j'ai prises avec une ouverture à 2.8, 3.2 ou 3.5. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si au lieu de choisir ça, je vais choisir de F4 jusqu'à F16. Et si je prends les rouges, encore une fois, là, tu t'aperçois que j'ai pris 129 photos. Donc la conclusion, elle est où? La conclusion, elle est que quand je regarde les photos qui m'intéressent, les photos que j'ai finalisées au total, eh bien, quand j'ai utilisé ces objectifs-là, que ce soit aussi bien le 2.8 que le F4, dans la majorité des cas, j'ai pris des photos avec une ouverture au-delà de F4, c'est-à-dire F4 est plus petit. Je parle de l'ouverture, hein, pas du chiffre F. Et donc on est à 129, et je répète, entre 2.8 et 3.5, j'en ai pris que 88. Voilà. Donc il y a une nette majorité quand même de photos prises au-delà de F4. Et ensuite, regarde également le type de photos en question à 2.8. Et effectivement, quand on regarde les photos que j'ai pu prendre à 2.8, eh bien on s'aperçoit qu'elles étaient quand même faites relativement loin d'une personne. Quand il y en a deux, c'était fait à chaque fois loin, quand c'était de l'animalier, tu vois, donc c'était forcément loin. Mais à chaque fois, tu remarqueras que c'était une seule personne. Sinon, tu te retrouves, alors, est-ce que j'ai une photo de groupe ici? Alors, c'est des photos relativement rares, là, tu vois qu'elle n'est pas volée, puisque j'ai pu faire effectivement cette photo à 2.8, parce que j'étais assez loin, parce que aussi les trois personnes étaient sur le même plan. Si tu prends une photo volée d'un petit groupe de personnes, etc., de prendre des réactions, eh bien, tu n'es pas garanti d'avoir un bon alignement et donc tu risques d'avoir des problèmes si tu n'es pas à une distance assez importante. Et là, j'étais quand même à une distance assez importante. Donc voilà. Donc, le choix entre le F4 et le 2.8, les chiffres me parlent. Alors, si ce n'était pas cette question-là, si ce n'était pas le 70-200, imagine, reprends mon exemple, si tu avais par exemple le 24-105 mm et tu as dit est-ce que j'ai besoin du 50 mm? Eh bien tu fais la même chose ici, c'est-à-dire que tu prendrais par exemple, alors ici on pourrait très bien prendre
le 24-105 par exemple, plus le 24-70. Voilà, là tu t'aperçois que j'ai fait quand même beaucoup plus de photos avec ces objectifs-là, puisque j'ai fait 1246. Et quand on prend les rouges, tu vois, j'ai fait 626, que j'ai gardé au final. Et quand on prend ces photos, tu pourrais dire, ok, alors au niveau de l'ouverture, ça m'est égal, je veux vérifier simplement au niveau de la focale. Et si je choisis la focale, si je la trouve, je la vois pas, hop, 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 t'es où la focale ici, là distance focale, voilà. Eh bien, quand on descend, je m'aperçois que dans la majorité des cas, tu vois, 72, j'en ai pris à 50 mm, mais dans la majorité des cas, je suis quand même à 35 mm, mais surtout à 24 mm, à 277. Et après, au-delà, effectivement, à 70 mm, 125. Donc, dans mon cas, je sais très bien que le 50 mm, ça peut être une focale intéressante pour beaucoup de gens. Ce n'est pas une focale intéressante pour moi, parce que même quand j'utilise un zoom, c'est-à-dire quand on a un zoom, on ne réfléchit pas forcément aux chiffres de la focale. Donc ça veut dire que dans la majorité des cas, dans les situations dans lesquelles j'étais confronté, au fur et à mesure des années, eh bien, je n'ai pas pris beaucoup de photos à 50 mm, même quand j'avais un zoom. Et ça, c'est extrêmement parlant. Ça parle sur ton style, ça parle bien entendu du sujet que tu photographies, dans l'environnement que tu te retrouves. Et donc, ça peut t'aider justement à te dire, ben non, garde ton argent. Si tu as envie d'acheter un objectif prime, hein, une focale fixe, à ce moment-là, eh bien peut-être investi dans un 35 mm ou peut-être investi dans un 85 mm. Si tu t'aperçois qu'à 70, tu as une majorité de photos prises à 70, ben peut-être que le 85 1.4, voire peut-être 1.2, ça serait peut-être bon pour toi. Voilà. Donc voilà tout le cheminement de pensée que j'ai dû faire. Et il y avait aussi un autre argument. C'est-à-dire que il y avait l'argument aussi de poids. Parce que, c'est pas un secret, hein, j'en ai parlé, j'ai eu des problèmes de dos à la fin de l'année 2020, ça va très bien maintenant, hein, j'ai jamais été aussi bien, aussi en forme que maintenant. Mais c'est vrai que ça m'a amené, et puis passer beaucoup de temps dans les montagnes, etc., au fur les mois qui se sont écoulés. J'ai été à la recherche de réduire un maximum le poids. Et donc, c'est vrai quand je te parlais que je faisais des photos lors des speeches, par exemple, des mariages, et il y en a beaucoup parce qu'au Royaume-Uni, les speeches, généralement, tu en as à peu près 4. 3, 4. Donc ça fait longtemps, quand chacun parle pendant 10 minutes, tu vois, tu as 45 minutes de speech au total. Et c'est vrai que tenir le 1,4 kg du EF 70-200 2.8, tu le sens. Tu le sens sacrément, même à la fin d'ailleurs, les derniers mariages que j'avais fait avant l'acquisition du R5, j'ai même été amené à utiliser mon monopode parce que j'en avais vraiment trop mal au dos à tenir l'objectif comme ça pendant 45 minutes, c'était trop. Donc le poids est important et c'est vrai que quand tu pars faire des photos dans les collines, etc., tu as envie de réduire le poids de ton sac et justifier le poids de 1,4 kg pour cette focale-là, surtout que ce n'est pas le seul objectif que tu prends avec toi, hein. Tu vas prendre un 24-105 ou un 24-70 ou un 28-70 dans mon cas, donc ça fait quand même beaucoup de poids au final. Donc le poids avait son importance. Et le RF 70-200, il est moins lourd. Le 2.8 est moins lourd que la version EF. Ils ont vraiment réduit les choses, puisque je disais c'était 1,4 kg pour le EF. Pour le RF, ils sont descendus à peu près à 1,2 kg. Voilà. Par contre, la version F4 du RF 70-200, eh bien, elle est juste en dessous de 700 grammes. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Ça fait à peu près 400 grammes de différence entre le F4 et le 2.8. Et c'est pas rien. Voilà. Donc, du coup, effectivement, j'ai acheté le 70-200 F4. Et je dois dire que j'en suis très, très content. Il est très rapide. Je ne vais pas te faire de vidéo. Je suis sûr que tu en trouveras sur Internet. Il y a d'autres personnes qui ont fait des revues sur cet objectif-là. Je pensais que c'était plus intéressant de réfléchir comment choisir entre le 2.4 et le 2.8 pardon et le F4. Mais vraiment très très bien. Je te rappelle encore une fois, le F4 et le 2.8 ne sont pas compatibles avec un étendeur. Voilà. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire l'avantage d'avoir le 2.8 avant, c'était que tu mettais un étendeur, ça te faisait gagner en focale. Et puis comme tu perdais la lumière avec les étendeurs, démarrer à 2.8 c'est quand même un avantage. Ben, là, c'est plus l'avantage du tout. Donc il est très bien, il est compact. Et c'est un objectif qui... alors, je vais le débloquer. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on y trouve dessus, hein? On y trouve le mécanisme pour bloquer l'objectif. Là, je vais pouvoir donc l'étendre. On retrouve, comme c'est un objectif RF, eh bien on a, alors je vais te le mettre ici, non je peux pas te le montrer en fait, sinon il n'y a plus de lumière. Cette bague-là, cette fameuse bague que tu peux programmer, changer tes ISO, changer ton ouverture, changer ta vitesse ou d'autres paramètres. C'est propre aux objectifs RF. Tu as le focus qui est ici, c'est la petite bague, et puis la grosse bague, c'est pour la focale. On a la stabilisation, bien sûr. On a 3 modes de stabilisation, ce qui est quand même très, très intéressant. Et je crois, je ne vais pas te dire de bêtises, je corrigeais, je mettrai une bande en dessous si je me suis trompé, mais je crois que c'est à peu près 6 arrêts de stabilisation avec le R5 et le R6. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment très, très intéressant comme objectif. Voilà. Donc, je suis content de cet objectif et je le regrette vraiment pas du tout. Donc, dis-moi, si toi aussi, si tu as acheté par exemple le R5 ou le R6, est-ce que tu as acheté également le 70-200, même si tu as le R ou le RP, hein. Et puis même en dehors de chez Canon, il n'y a pas que des canonistes qui regardent cette vidéo. Dis-moi si toute ce mécanisme de réflexion pour choisir telle ou telle version, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Par exemple, Lightroom, la puissance de Lightroom, hein, on a tendance à l'oublier, hein, cette gestion des photos et ces filtres que l'on peut faire, etc. Est-ce que tu connaissais ça? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? N'hésite pas bien sûr à mettre un pouce, tu sais que ça aide. Et puis j'ai hâte de lire ton commentaire. Dans la semaine prochaine, on parlera d'un autre objectif blanc d'ailleurs, un autre objectif blanc qui ressemble beaucoup, c'est le fameux 100 mm, 500 mm, le RF 100-500 de chez Canon. J'ai eu l'occasion de tester, je vais pouvoir t'en parler et on va en parler beaucoup, je pense, de cet objectif. Donc en attendant, eh bien cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, quelle que soit ta focale. Cheers!